Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat au programme aujourd'hui, un sujet sensible. Ce mercredi, la Grande Mosquée de Paris a annoncé porter plainte contre Michel Houellebecq. L'écrivain aurait tenu des propos polémiques sur des musulmans de France, une actualité qui nous pousse à plusieurs questions. Quelle est la place des musulmans en France? Quelle image cette communauté renvoie-t-elle? L'immigration est-elle à l'origine de délinquance? Un tas de questionnements auxquels on va répondre aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec Hamdi Nabli, docteur en philosophie et enseignant, et Bruno Attal, policier, membre du syndicat France Police, Police en colère, référent police-justice du parti Reconquête. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous sur Canal 22 pour ce débat. Hamdi Nabli, dans une conversation publiée donc dans la revue du Front Populaire, Michel Houellebecq aurait dit, je cite, « Le souhait de la population française de souche est que les musulmans cessent de les voler et de les agresser ». Cette phrase a donc fait polémique dans la presse, sur les réseaux sociaux. C'est également pour cette raison-là que la Grande Mosquée de Paris a annoncé vouloir porter plainte. Quelle analyse faites-vous de ces propos qu'aurait tenus Michel Houellebecq ? La première chose qu'on peut se poser, c'est la question suivante. Est-ce que ces propos sont sérieux ? Et je pense que ce sera l'une des bases de l'appréciation juridique qui se fera en la matière. J'explique. Est-ce que la teneur de tels propos peut s'avérer être celle que peut porter un personnage public comme Michel Houellebecq ? Effectivement, ces propos nous paraissent être complètement déraisonnables, paranoïaques, pour ne pas dire complètement fous. Ils sont plus que dangereux. Hein. D'ailleurs, le terme de la Grande Mosquée de Paris, c'était le terme de dangereux, donc ce n'est pas un terme anodin. Cela présuppose que les propos tenus par Michel Houellebecq sont des propos qui pourraient être utilisés par une personne sensible psychologiquement pour passer à l'acte. Et malheureusement, l'actualité récente nous a prouvé que cela pouvait être parfaitement vrai. Donc effectivement, la première question, c'est de savoir si ces propos sont sérieux. Ils nous paraissent non sérieux d'un point de vue philosophique, sociologique, du point de vue de la science politique. Ce qu'ils racontent, c'est complètement du délire. Mais nous savons que malheureusement, le délire peut avoir un écho chez certaines personnes qui sont tributaires de l'appréciation de telles paroles. Pour aller un peu plus loin, on peut avoir deux types de réponses, du coup, deux types d'appréciation par rapport à ces propos de Michel Houellebecq. Le premier, c'est de les prendre au sérieux et de dire que Michel Houellebecq ne fait que énoncer d'un point de vue littéraire la représentation d'un courant politique et idéologique qui ne cesse de prendre de la place dans le débat public depuis 10 à 20 ans, car ce qu'il dit n'est pas complètement étranger à notre débat public en France. Et de l'autre côté, on pourrait dire que, et ce sera probablement la posture de Michel Houellebecq devant la justice, je suis un artiste, je suis un écrivain, donc je peux me permettre de vivre dans le domaine de la fiction et de délirer. À mon avis, ce sera ça son positionnement. Et nous, d'un point de vue un peu plus saillant, je dirais, on ferait remarquer à Michel Houellebecq que depuis 1945 et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous savons notamment dans le cadre de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre que l'écrivain est en situation, qui ne peut pas se permettre, comme au XIXe siècle, d'énoncer ses vérités, ou bien plutôt ses folies, ses mensonges, ses illusions, sans impact historique, politique, potentiellement dangereux. On verra donc si ces propos auront des retombées. Bruno Attal, je me tourne vers vous. Quand Michel Houellebecq dit « il faut que les musulmans cessent de voler et d'agresser », est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que les musulmans volent et agressent plus que le reste de la population française, ou pas du tout? Alors, vous posez une question, la question du policier, vous dire en général oui, parce que dans mon expérience de policier, je dis souvent que j'ai interpellé entre 80-90% de personnes africaines qui ont commis des crimes ou des délits. Bon, alors il n'y a pas de statistiques ethniques en France, mais moi c'est ma propre expérience, et vous allez sur ma chaîne YouTube, c'est ce que vous avez vu, et je peux le prouver grâce au fichier Canonge, donc ce sont des vérités. Après, sur ce qu'a dit M. Houellebecq, je pense que vous posez les mauvaises questions. La première question déjà, c'est est-ce que c'est légal ou pas? Est-ce qu'il a enfreint la loi ou pas? C'est d'abord ça qu'il faut, sinon après on ne va plus parler de liberté d'expression. Donc pour moi, s'il parlait des musulmans dans leur globalité, c'est-à-dire tous les musulmans, oui, il a enfreint la loi et je pense qu'il doit être sanctionné parce que ce n'est pas tous les musulmans, et encore heureux. Maintenant, s'il y a une grosse part de musulmans ou une grosse part de personnes qui arrivent d'Afrique et qui posent de réels problèmes d'intégration, d'assimilation, des réels problèmes de sécurité, de réels problèmes de haine de la France, oui, je peux vous dire que nous avons de gros problèmes. Et donc, si on ne fait pas un réel diagnostic en disant oui, on a un réel problème avec certaines populations,
une partie de la population et non pas dans sa globalité, puisque là, ça serait vraiment un propos raciste de mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est vrai que nous avons une disproportion des crimes et délits commis par des gens qui détestent la France. Alors après, ils nous sortent parce qu'ils ont été colonisés, par ceci, cela. C'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est des faits réels de mon point de vue. On reviendra sur ces chiffres, Bruno Attal, tout à l'heure, un peu plus tard, sur les 80-90% voilà, d'interpellations. Voilà, on y reviendra plus tard. Hamdi Nabli, Michel Houellebecq a également dit, je cite, « Des gens s'arment, ils se procurent des fusils, prennent des cours dans des stands de tir et ce ne sont pas des têtes brûlées. Quand les terroristes entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats, des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans. Bref, des Bataclans à l'envers. » Quand on voit ce qui s'est passé, justement, vous en parliez tout à l'heure, le 23 décembre dernier, avec la fusillade devant donc, le centre culturel kurde, est-ce qu'il faut s'attendre à une multiplication d'attaques devant des lieux symboliques appartenant aux minorités ? Sans même qu'il y ait une multiplication de tels actes, on ne peut que s'interroger sur la possibilité que de telles paroles puissent être émises et qu'elles puissent être publiées dans une revue française en l'an 2022. On peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une stratégie marketing. Non, c'est la question de la stratégie marketing d'une revue française qui est pilotée par quelqu'un qui est censé être un philosophe, qui s'appelle Michel Onfray. On peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas derrière une stratégie, une tactique qui vise à faire monter la pression pour des raisons non intellectuelles ou politiques, mais pour des raisons purement donc publicitaires. D'autant plus que vous parliez tout à l'heure de... Oui, bien sûr, faire parler de soi, au sens de faire parler de soi. Il voit ses bouquins, il n'a pas besoin de faire parler de lui. Maintenant, il est relativement oublié depuis quelques années. C'est dangereux ce que vous faites, c'est-à-dire que vous dites que, par exemple, sur l'attaque des 3 Kurdes, donc ça serait donc les paroles de politiciens qui vous disent ce qui va arriver, qui tirent la signal d'alarme, comme M. Houellebecq vous dit, on se tire le signal d'alarme, il y a des gens qui s'arment. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec ce monsieur raciste qui a tué des Kurdes. C'est qu'il s'est fait agresser dans son appartement par des étrangers, et donc du coup, il s'est retrouvé en situation, forcément, problème psychologique, psychiatrique pour aller tuer d'autres personnes, et donc c'est ce que M. Houellebecq est en train de tirer le signal d'alarme. M. Zemmour, ça fait 30 ans qu'il tire le signal d'alarme en vous disant, mais écoutez, il risque d'avoir une guerre civile, de mon point de vue, il y a déjà une guerre civile, puisque les policiers sont attaqués tous les soirs, toutes les nuits, dans beaucoup de villes de France. On vous tire le signal d'alarme, et votre seul argument, c'est de nous dire, non, excusez-moi monsieur, mais en le disant, vous mettez dans la tête d'autres gens, et ils risquent de passer à l'acte. Mais vous plaisantez, monsieur, c'est-à-dire on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Le ton utilisé par Michel Houellebecq dans son texte n'est pas un ton d'un historien ou d'un sociologue qui analyse les choses, ce qui s'est passé. Il prend le ton d'un prophète, c'est ça le problème. Il utilise le futur. Gouverner, c'est prévoir, vous connaissez ? Oui, non, être un prophète, c'est pas être un homme politique. Il utilise le futur, il dit voilà ce qui arrive et voilà ce qui arrivera. On ne peut pas faire de la prospective catastrophiste comme ça. Au contraire, quand on se veut être un artiste plus ou moins sage, on essaye au contraire d'apaiser les choses à travers une vision équilibrée de la situation. Ça fait 40 ans qu'on essaie d'apaiser les choses, monsieur, et ça va de moins en moins bien. Voilà. Donc, alors effectivement, on peut faire semblant, on peut mettre enrobé du vivre ensemble, et personne ne veut vivre ensemble. Donc, comme disait l'ancien ministre de l'Intérieur, on vivait côte à côte, et maintenant on va vivre face à face. Donc maintenant, si vous voulez pas le voir, vous voulez encore enjoliver les choses et rien voir, tant pis pour vous. Mais en tout cas, moi, je suis dans le camp de ceux qui tirent le signal d'alarme et qui disent stop, il y a de réels problèmes. Maintenant, soit on fait un vrai diagnostic, on pose tout sur la table et chacun donne ses arguments, mais vous, apparemment, vous êtes plutôt dans le camp de celui qu'il faut fermer les yeux, et en plus, on aurait comme ça derrière la tête des petites envies publicitaires pour vendre plus de bouquins, et je pense que M. Onfray, il n'a vraiment pas besoin de ça pour vendre des bouquins. Malheureusement, c'est sa raison d'être. Mais vous avez utilisé le verbe enjoliver tout à l'heure. Effectivement, toute la question, c'est celle de la perception de la réalité sociale. Est-ce qu'on vraiment peut avoir une perception réelle ou vraie ou juste de la réalité sociale en ne voyant que à travers la figure, comme vous disiez tout à l'heure, du maghrébin, de l'africain, cette figure de la racaille, du délinquant, de la personne dangereuse. Ce qui est intéressant dans le communiqué de presse fourni par la Grande Mosquée de Paris, c'est de renverser cette donne et de dire que le plus dangereux dans la situation française, si j'ose parler ainsi, c'est pas forcément le délinquant, ceux qui vendent de la drogue dans les quartiers difficiles, c'est peut-être ce type de discours qui est un discours binaire, qui divise en deux la société française et qui est un vieux discours français du XVIIIe
siècle qui s'appelle la théorie de la guerre des races et qui dit, de la part des aristocrates du XVIIIe siècle, qui disait « La France n'est pas une, elle est deux. Il y a d'une part les Francs d'origine noble, d'origine germanique, et d'autre part les Gaulois, le reste de la population. » Le problème avec le discours d'un Zemmour ou le vôtre, c'est que vous perpétuez, vous réactivez ce très vieux discours de la théorie de la guerre des races, qui est un discours binaire et divisant la société en deux. Vous mettez la guerre dans le présent en faisant comme si, en fait, vous faisiez de la perspective, de la prospective. Alors qu'en fait, vous réactivez un discours très dangereux du coup. Vous habitez où ? Je ne dirais pas où j'habite. Je ne suis pas venu ici pour parler de c'est pas ça, c'est que mon lieu d'habitation. Je voulais savoir socialement, c'est-à-dire que les gens comme vous adorent le vivre ensemble, mais ils ne veulent pas vivre avec justement les racailles dont vous parlez. Donc c'est-à-dire que vous êtes vous avez des belles paroles sur un plateau, mais finalement vous ne vivez pas le vivre ensemble, vous ne vivez pas la mixité sociale. Toutes les personnes qui parlent comme vous, les belles âmes de gauche, vivent dans les beaux quartiers. Non, mais bon, les belles âmes comme vous, c'est-à-dire que nous, on serait... Voilà. C'est ironique. Donc les belles âmes comme vous qui nous disent que nous, en tirant le signal d'alarme, c'est nous finalement qui fabriquons, alors que nous, on n'est que dans la constatation, et donc on prévoit, encore une fois, on veut gouverner, donc on prévoit, et on prévoit ce qui arrive, et vous, effectivement, vous êtes dans l'angélisme, dans la victimisation, et donc nous, on serait les méchants de service, alors que pour l'instant, on n'a jamais été au pouvoir. Donc du coup, le bilan, nous, on n'en a pas. Donc le bilan des gens que finalement vous soutenez, puisque vous êtes contre nos idées, c'est forcément que le bilan est juste catastrophique, puisque en France, aujourd'hui, vous avez par exemple un policier qui est agressé. Vous avez, je crois, c'est 20 policiers qui sont agressés par jour. Vous avez, non, c'est 80 blessés par jour et 80 agressions de policiers par jour et 20 blessés par jour, monsieur. Il ne faut pas en faire un bilan, il ne faut pas diagnostiquer, il ne faut pas essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut juste se dire, ah non, vivons ensemble, monsieur. Ils ne veulent pas vivre ensemble. Oui. Nabi, vous parliez de délire tout à l'heure dans les propos de Michel Houellebecq. Est-ce que vous pensez qu'il croit à ce qu'il dit ? Exactement, c'est la réponse que j'allais formuler. Vous parlez de phénomènes qui ne sont pas forcément contestables, mais il ne me semble pas du tout que l'écrivain français Michel Houellebecq se gauze de cette situation. Vous m'aviez posé la question tout à l'heure de où est-ce que j'habite. Il ne me semble pas que Michel Houellebecq n'ait jamais habité, en tout cas actuellement, et depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, il ne me semble pas qu'il ait jamais habité dans une banlieue française. Premièrement, donc il me semble bien qu'on a un discours délirant, mais en plus un discours... Plus que délirant, parce que je crois qu'il joue avec vous, malheureusement. Je parle de Michel Houellebecq. Je pense qu'il joue avec les forces politiques d'extrême droite, car je crois sincèrement que Michel... J'attendais qu'on me traite d'extrême droite, ça y est. Oui, peu importe, d'extrême droite, ou peu importe. Ça fait du bien. Ou des forces réactionnaires, peu importe le terme. Extrême droite, c'est juste. Effectivement, c'est pas un terme forcément très pertinent, l'extrême droite. Qu'est-ce que je voulais dire, du coup ? Alors, Michel Houellebecq, il me semble qu'il joue avec les forces politiques réactives, car lui... Je crois sincèrement qu'il ne croit en rien. Je pense que Michel Houellebecq est un machiavélien, est un homme cynique qui ne pense qu'à lui-même. Il a introduit, comme par hasard, avec Michel Onfray... Vous faites que des attaques personnelles. Vous avez fait des attaques personnelles sur Onfray. Oui, ce sont des personnages publics, donc on peut se permettre de les attaquer puisqu'ils ils sont censés représenter un phénomène général. Donc, comme par hasard, Michel Houellebecq et Michel Onfray ont introduit tous les deux le populisme dans le domaine de la culture. Ce sont deux personnes qui ont détruit l'un la philosophie, parce que ce n'est pas un vrai philosophe, Michel Onfray, et l'autre la littérature, parce que ce n'est pas un très bon écrivain, Michel Houellebecq. Il suffit d'écouter ceux qui siègent à l'Académie française. Quelle humilité en tout cas. Je me permets de donner des jugements de valeur. Monsieur, je sais tout. Monsieur, je vais donner des... Non, c'est monsieur, je sais presque tout. Donc, laissez-moi terminer mon argumentaire. Et donc, il me semble que dans cette histoire-là, la Grande Mosquée de Paris, malheureusement, en attaquant en justice Michel Houellebecq, il me semble que malheureusement, elle ne fait qu'aller dans son sens. Car je crois qu'en tant qu'écrivain notable, qui plus est, Michel Houellebecq a une envie qui est celle de réussir à devenir un écrivain maudit, qui est l'idéal de la littérature française depuis au moins le 19e siècle. Et son objectif, c'est d'attaquer, de se mettre dans une position de minorité, de se mettre dans une position de résistant face à une espèce de empire arabo-musulman qui menacerait la France, l'Europe et l'Occident. Alors que n'importe quel sociologue moyen ou politologue médiocre vous dirait que cette situation est complètement farfelue, qui ne repose sur aucune idée claire. Est-ce que vous aussi vous attendez, alors bon, vous en parliez tout à l'heure, une escalade, je posais la question tout à l'heure à monsieur Nabli, une escalade de violence entre les différentes communautés en France dans les années à venir? Mais elle est déjà là.
C'est quand même fou, c'est-à-dire qu'une personne comme M. Houellebecq qui vous dit ce qui risque d'arriver, il perd sur les deux tableaux avec ce genre de propos. C'est-à-dire si ça arrive, on dit que c'est sa faute, d'accord, et nous on sait que ça arrive puisqu'on le vit tous les jours. Nous en tant que policiers, on le vit tous les jours. Qui aurait dit il y a 20 ans, monsieur, qu'il y a des gens qui rentreraient dans un Bataclan et qui tireraient à la Kalachnikov? Si je vous avais dit ça il y a 20 ans, monsieur, vous m'auriez dit quoi? Vous auriez dit exactement les propos que vous tenez maintenant. Et M. Zemmour l'avait dit. Il était sur une émission qui s'appelait Ça se dispute, et il avait Domenech en face. Et donc il parlait des musulmans, et Domenech lui dit oui, et un jour vous aurez des musulmans qui vont rentrer, qui vont tirer sur des Français à la Kalachnikov. Et M. Zemmour a dit oui. C'est pas lui qui l'a fabriqué. Donc on tire le signal d'alarme, on vous explique ce qui va se passer, et vous nous traitez. C'est nous qui donc fabriquons. Donc on perd sur tous les tableaux. Donc je trouve vos arguments en plus, encore une fois, au lieu d'attaquer sur l'argument et sur le fond, vous attaquez les gens comme si en plus vous aviez la légitimité à pouvoir dire si M. Onfray ou M. Houellebecq, moi je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie, mais un peu d'humilité, parce que vous attaquez les gens vraiment, attaquez plutôt sur le fond, mais n'attaquez pas les gens sur, voilà, vous ne pouvez pas aimer la littérature de M. Houellebecq ou de ce qu'écrit M. Onfray, mais un peu d'humilité, je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie, mais un peu d'humilité, voilà. Enfin, moi j'attaque pas les gens, vous voyez, j'attaque sur les idées, on a une confrontation loyale, mais voilà, et en plus ils ne sont même pas là pour se défendre, ce qui est en plus pas très loyal. Oui, mais je ne s'attaque pas ad hominem, enfin... Si, c'est exactement ce que vous avez fait. Non, pas du tout, mais non, si, non, j'attaque ce qu'il représente, à savoir l'introduction du populisme dans le secteur de la culture, ce qui est très différent. Et ce sont les meilleurs représentants de cette tendance lourde qui consiste à dire tout et n'importe quoi sur tous les sujets, avec pour ambition d'attirer la lumière. Donc, ces gens-là, on ne peut pas résumer leur œuvre, surtout Michel Onfray. Impossible de résumer sa philosophie. Il n'est pas de philosophie. Ce sont deux représentants de matière, j'ai envie de dire, qui a perdu sa substance. La littérature avec Michel Houellebecq et la philosophie avec Michel Onfray ont perdu leur substance. Vous les avez lus au moins? Évidemment, évidemment. Vous avez appris au moins? Pas tous leurs livres, mais au moins je les connais, je connais leur fond. Non, mais moi je suis pas avocat, mais je trouve vraiment ça déloyal de parler des absents et surtout en plus sur leurs compétences. Ce ne sont pas des personnalités personnelles, c'est des personnalités publiques qui. Non, mais c'est public, mais attaquer sur les idées. Je ne vais pas répéter 100 fois, qui représentent un phénomène plus global. Oui. La Grande Mosquée de Paris dénonce, je cite, des propos très graves tenus au sujet des musulmans de France. La question que j'allais vous poser, voilà, quelle est la place du musulman aujourd'hui en France? C'est celui du bouc émissaire absolument parfait. Malheureusement, le musulman en France on n'a pas eu la victimisation. Alors attendez, j'ai pas encore terminé. Il y avait une virgule. Le musulman en France, déjà, il n'est pas censé exister d'un point de vue juridico-politique, parce qu'en France, eh bien, on est citoyen français avant d'être un croyant musulman. Premièrement, donc ils n'ont pas censé avoir une place, une fonction sociale bien précise. Ceci étant dit, force est de constater que les citoyens français immigrés de confession musulmane ou fils d'immigrés de confession musulmane ont une place prépondérante dans la société française au niveau économique et social, c'est-à-dire au niveau réel. Et c'est là qui blesse les réactionnaires et les paranoïaques. Le fait que l'assimilation ou du moins l'intégration s'est faite et se fait tous les jours, tous les mois, toutes les années, et que le démographe le constate d'une manière tout à fait sereine et équilibrée. Et c'est ça que ne supportent plus finalement les forces politiques réactionnaires, réactionnaires pas forcément au sens politique du terme, mais ne serait-ce que d'un point de vue psychologique et social. C'est comment se fait-il que ces immigrés, que ces fils d'immigrés réussissent aussi bien dans des secteurs d'activité économiques et sociaux stratégiques pour la France. L'informatique, on sait que dans les secteurs comme l'informatique, la santé, eh bien, secteurs vitaux pour ce pays, la France, il y a beaucoup d'immigrés maghrébins de confession musulmane ou de fils d'immigrés qui réussissent très bien. Ça, on ne le sait pas très bien. Pourquoi? Parce que les médias de masse français ont tendance à mettre l'accent, à mettre en exergue uniquement les citoyens français ou les non-français d'ailleurs de confession musulmane qui commettent des délits et des crimes. C'est le zoom sur une spécificité particulière à des territoires de la République qui permet à la conscience collective française, à l'opinion publique française d'avoir une vision totalement sublimée dans le sens négatif de cette communauté qui, par ailleurs, se trouve très bien dans ce pays et n'est pas prête d'en partir, contrairement à ce que souhaiterait Michel Houellebecq. Elle est tellement sublimée que quand je vous demande où vous habitez, vous voulez surtout pas dire où vous habitez et que vous voulez pas habiter. Non, mais parce que vous voulez pas, vous pourriez donner le petit coin. Mais donc vous voulez effectivement. J'habite en France. Nous tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a de réels problèmes. En plus, vous partez sur une rhétorique un peu absurde, c'est qu'il y a le bien et le mal. Donc nous, on serait le mal. Donc des Maghrébins qui réussissent dans la vie et qui arrivent à des métiers nobles et qui travaillent dans l'intérêt général et pour leur famille,
qui vivent en toute paisibilité dans notre pays. Moi, c'est tout ce que j'attends de n'importe quel citoyen. Donc, effectivement, vous dites que nous, ça nous embêterait. Donc, vous êtes dans une rhétorique du bien et du mal, bon, assez classique. Vous êtes un peu, comme dirait M. Zemmour à M. Dupond-Moretti, vous êtes un ringard, c'est-à-dire que vous sortez des trucs d'il y a 40 ans, la rhétorique d'il y a 40 ans entre le bien et le mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parce que je fais une définition. Non, parce que c'était M. Zemmour qui l'avait dit à M. Tapi, donc ensuite à M. Dupond-Moretti, vous êtes dans cette lignée-là, c'est-à-dire que vous donnez les arguments, il y a le bien et le mal. Moi, tous les musulmans qui ne posent aucun problème dans notre pays, qui sont intégrés, assimilés, ça ne me pose aucun problème. Et là, vous me traitez, finalement, vous traitez nos idées comme si elles étaient racistes, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas de l'autre. Moi, je veux justement des Français, une communauté française, je veux une nation, je veux une patrie. Voilà. Et donc, c'est ça peut-être qui peut nous opposer, on ne peut ne pas être d'accord, mais vous, votre rhétorique, c'est vous êtes dans le camp du bien, moi dans le camp du mal, et ça fait 40 ans que ça dure, et vous inquiétez pas. Je n'ai jamais utilisé ces termes. Si, c'est ce que vous dites. Vous dites que de voir des Maghrébins qui réussissent par exemple dans le milieu médical, ça m'embêterait. Mais pourquoi ça m'embêterait, monsieur? Vous me traitez de raciste, finalement. Donc, pourquoi ça m'embêterait? Pourquoi vous dites que ça m'embêterait? Moi, encore une fois, que vous appelez Mohamed, vous réussissez dans la vie, et que vous êtes un assimilé, vous aimez la France, que vous êtes musulman, vous faites ça dans toute la discrétion, et vous n'avez rien d'ostentatoire. Mais monsieur, pourquoi ça poserait des problèmes? Vous êtes français, vous êtes mon compatriote. Et pourquoi vous m'accusez de ça? Parce qu'encore une fois, vous êtes dans une rhétorique d'il y a 40 ans, il y a les méchants, les populistes et l'extrême droite, et puis vous êtes dans le camp du bien, mais vous ne voulez pas habiter avec les gens que vous, soi-disant, vous voulez défendre, ce qui est totalement illogique. Ce n'est pas une problématique psychologique, c'est une problématique sociale. Il faut bien savoir que... Vous parlez pas, il faut bien savoir... Depuis tout à l'heure, vous ne parlez que des personnes et non pas du fond. Et Non, je crois que c'est le contraire, mais enfin bref. Il faut bien savoir que la société française et les sociétés européennes, depuis les années 1980 et 1990, sont des sociétés qui sont en crise, principalement en crise économique et sociale, sans parler de la crise politique, la crise de la représentation. À partir du moment où vous êtes dans une société en crise, avec un taux de chômage à 10% structurel, avec des problématiques d'inflation et des problématiques économiques subséquentes qu'on connaît tous d'un point de vue historique, il est bien évident que les places sont chères. Les places sont chères. Nous sommes dans une société qui n'est plus une société de classe sociale, mais une société de groupes sociaux, où chaque groupe social se concurrence l'un l'autre. C'est une société de concurrence, malheureusement. C'est une société, d'un point de vue économique et social, dite néolibérale, où chaque citoyen se fait concurrence à l'autre. C'est ce cadre psychologique et surtout économique et social qui explique l'espèce de ressentiment qui est né chez ceux qu'on appelle, entre guillemets, les Français de souche, quant à la réussite structurelle, la réussite évidente, normale et moyenne des fils d'immigrés, par le biais de l'école républicaine. Je ne suis pas venu pour vous parler des trains qui arrivent à l'heure, mais plutôt des trains qui arrivent en retard. Moi, je suis fonctionnaire de police, d'accord? Je vous dis que dans ma carrière, j'ai plutôt interpellé entre 80 et 90% de personnes issues de l'immigration. Qui, sur les bancs de garde à vue, me disent je crache sur la France, qui me disent que je ne suis pas français. Mais sont-ils musulmans? Vous confondez la religion musulmane et le fait d'être issu de l'immigration. On peut être issu de l'immigration et de religion ou d'absence de religion. Enfin, ça c'est le principal problème de votre discours. Vous confondez... Est-ce que vous voyez sur leur face je suis mahométan? Je n'ai pas écrit qu'ils sont mahométans sur leur visage. Quel lien vous faites aujourd'hui entre un individu qui est issu de l'Afrique du Nord, voilà, originaire de l'Afrique du Nord, et un homme de confession musulmane? Est-ce qu'il y a un lien selon vous? Non, après j'arrive à distinguer une personne qui arrive d'Afrique et qui serait musulmane ou pas. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pu être musulmans, moi j'en connais, et qui essayent de sortir de cette religion et qui sont attaqués sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ou des choses comme ça. Donc non, et quand je vous dis que j'ai ces jeunes gamins, mais le problème c'est que moi j'essaie de trouver des solutions, donc j'essaie de poser le diagnostic et j'essaie de vous faire part d'expérience de policier pour vous dire que c'est 90% des gens que j'arrête sur des délits, voire des crimes, sont d'ethnie africaine ou nord-africaine, je vous le dis. Donc pourquoi... Quel rapport avec l'islam? Non, mais attendez, c'est bien ça le problème. Mais c'est parce que vous attaquer l'islam comme religion. Ce qui serait bien, c'est de me laisser finir. Vous m'avez attrapé un arabe. C'est pas possible. Parce que vous ne laissez pas finir. Vous voyez, quand ils vont en garde à vue, en général, ils nous demandent à. Ils disent à la Wakbar. Mais non, parce que vous voulez pas laisser les gens finir. Et en général, quand un gamin vient d'arracher le sac à main d'une mamie et qui me dit mais par contre, me donne pas un casse-croûte au jambon, il me semble qu'il est musulman. Ou juif. C'est simple. Comme dirait ma mère, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir.
voir. Voilà. Donc, effectivement, quand vous appelez Mohamed et que vous ne mangez pas du jambon, effectivement, en général, vous êtes musulman. Bah, bon, après, et en plus, certains voulaient changer de religion. Et en plus, il y a 5 minutes, vous avez dit que certains musulmans voulaient changer de religion et qu'ils étaient attaqués. Et 5 minutes plus tard, vous dites, mais comment, s'il s'appelle Mohamed? C'est des gens comme vous qui les défendez, c'est ça le plus grave. Et donc, je suis pas avocat. Et quand j'explique à ce gamin qui vient d'arracher le sac à main d'une mamie, qui lui a pété le col du fémur et qui ne veut pas manger de jambon de beurre, je lui dis, écoute, mange un jambon, parce que si Dieu existe, tu lui rendras des comptes. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a de réels problèmes. Vous voulez rien voir, vous voulez rien entendre. Encore une fois, vous voulez surtout pas vous mélanger avec ces gens-là. Vous voulez juste, par une posture idéologique de la bien-pensance. Oui, vous. Des lépreux là ou... Alors par contre, effectivement, soyons mesurés dans nos propos. Oui, je stigmatise les gens qui sont en garde à vue et qui agressent les gens. Oui, je parle de ces gens-là. Ces gens-là qui agressent, oui, il faut les stigmatiser, c'est de la racaille. Vous voyez ? Celui qui casse le col du fémur, vous des victimes, ou je sais pas, mais vous, de toute façon, les gens comme vous, tout ce qui les intéresse, c'est les auteurs, c'est pas les victimes. Moi, bizarrement, c'est les victimes qui m'intéressent. Donc oui, ces gens-là, cette racaille, ces gens qui pourrissent la vie d'autres gens, d'autres musulmans d'ailleurs. Donc ils nous emmerdent. 90% de mes interpellations, c'est ces gens-là. Maintenant, vous voulez pas le voir. Moi, je parle de réel et vous me faites des grandes rhétoriques avec votre petit papier que vous avez préparé pour faire des belles phrases. Mais finalement, dans le concret, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. C'est-à-dire, non, mais vous voulez pas parler du réel, vous voulez parler juste le réel, monsieur, c'est que des auteurs de crimes et délits peuvent aussi être des victimes et vice-versa. Des victimes de crimes et délits peuvent devenir des auteurs, voire la dernière fusillade contre la communauté kurde. C'est une ancienne victime qui est devenue une auteure de crimes et délits. Exactement. Donc vous voyez bien que votre opposition dichotomique auteur versus victime de crimes et délits ne tient pas une seule seconde quant à la réalité du terrain. Et vous, pourtant, vous êtes policier, donc vous devez le savoir mieux que moi. Ça veut dire qu'une personne qui vole, qui pille, qui vend de la drogue, qui agresse, qui viole, vous la considérez aussi comme victime? Bah oui, voilà, c'est le côté victimaire. Merci. C'est tout le travail de la justice. Merci. Que de mettre en avant. C'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle fait. Elle privilégie l'auteur au détriment de la victime. Donc vous êtes contre la justice de la République française. C'est vous le danger pour la nation. Monsieur, mais c'est de la politique. Non, je suis contre qu'une personne qui est placée en garde à vue, on lui donne un avocat gratuit, pas la victime. Oui, monsieur. Et c'est la loi qui le prévoit. Ah, vous êtes d'accord sur toutes les lois? Non, mais je suis désolé, je fais de la politique. Je suis pour la loi de la République et je suis musulman. Non, mais les lois de la République, vous devez les respecter. Moi, je les respecte même quand je ne suis pas d'accord, mais j'ai le droit aussi de vouloir les changer. Ça s'appelle la politique. Donc, en plus, si vous voulez même m'enlever la possibilité de changer les choses avec un bulletin de vote de mes concitoyens, ça s'appelle la démocratie. Bon, après, ça aussi. Il les changer dans quel sens? Ah bah, ça changement qui non pas le changement lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune issu de l'immigration, de confession musulmane, diplômé, originaire d'un milieu défavorisé, a autant de chances de trouver un travail que quelqu'un d'autre? La réponse est dans votre question. On sait parfaitement depuis une dizaine d'années maintenant, évidemment, que la communauté musulmane est fortement stigmatisée, même si elle réussit bien au niveau musulmane maintenant. Une communauté musulmane au sens de citoyens français de confession musulmane sont parfaitement stigmatisés dans l'accès au logement et dans l'accès à l'emploi. Ça, c'est. Vous parlez mais ce n'est pas non plus. J'ai dit citoyens français de confession musulmane. Ah, oui. Et les études en question mettent en avant le fait que le prénom Pierre et que le prénom Mohamed n'a pas la même portée quant à l'accès au logement et à l'accès à l'emploi. Et l'handicap en premier, oui. C'est un handicap, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un handicap. Écoutez, regardez dans les grandes entreprises françaises la manière dont on traite ce qu'on appelle la diversité ethnique. La diversité ethnique est traitée presque de la même manière comme le handicap, dans une même type de politique économique vis-à-vis des demandeurs d'emploi. C'est bien qu'il y a une perception au sein de la conscience collective française que, effectivement, s'appeler Mohamed est un handicap au niveau de l'intégration au sein de cette société. Vous n'avez qu'à voter Reconquête, comme ça tous les enfants de la République auront à changer de prénom, comme ça il n'y aura pas de ce problème, monsieur. Ah d'accord, donc voilà. on change le prénom. Mais oui, ça s'appelle juste l'assimilation, ça veut dire juste faire corps et être les mêmes tout simplement, et de faire partie de la communauté nationale, tout simplement. Ils en font déjà partie. Oui, ils en font partie, mais justement. Mais à chaque fois, encore une fois, les gens comme vous ne vous rendez pas service, puisque ça fait 40 ans que vous victimisez le voyou, comme vous l'avez fait il y a 3 minutes, vous victimisez celui qui ne trouve pas de boulot, parce que c'est forcément le patron français de souche qui est raciste. Donc ce ne sont que des... C'est ce que vous dites. J'ai vu qu'ils sont parfaitement intégrés au niveau économique et social. Pourquoi? Parce que le patron, c'est un méchant raciste. Donc c'est le méchant blanc franc de souche avec la victimisation. Plus de difficultés, mais ils finissent par réussir car ils sont tenaces. Et bravo. Voilà, moi je dis encore une fois, je suis pour la méritocratie et quand on se bat dans la vie. D'avis alors.
Ah non, moi j'ai toujours été pour la méritocratie. Vous savez, moi je viens d'HLM, j'ai beau travailler dur, il y a eu des difficultés, il y a eu de la discrimination, j'ai subi le racisme, je me suis battu, et puis voilà, et puis la vie c'est un combat. Donc à force de victimiser ces gamins, ben, finalement vous en faites des haineux de la France. Et de toute façon, ça fait 40 ans que les gens comme vous parlent comme ça, et ça fait 40 ans que c'est le bordel en France. Donc voilà, maintenant les Français commencent à ouvrir les yeux, on commence à pouvoir dire certaines choses. Monsieur Houellebecq dit de réelles vérités. On sera en guerre civile, on est de mon point de vue déjà en guerre civile, mais ça ne fera que empirer. Non. Vous, bien sûr, Michel en le disant, mais oui, mais vous se fiche de vous et de toutes les forces politiques voilà. Que vous incarnez. Hein. Il est très cynique. Michel Houellebecq est cynique. Si vous ne comprenez pas ça, il faut vraiment ouvrir les yeux parce que c'est quelqu'un qui ne croit pas une seule seconde à ce qu'il dit. Vous connaissez personnellement j'ai lu une partie de ses œuvres. J'ai lu une partie de ses œuvres. Contrairement à vous qui n'avez lu ni ses œuvres, ni celles de Michel Onfray, ni même le communiqué de presse de la Grande Mosquée de Paris. Donc j'ai pas lu Houellebecq et j'ai pas lu Onfray. C'est du mépris de classe là en fait. Au nom de quoi vous dites que je les ai pas lus? Attendez. J'imagine, vu la manière dont vous en parlez, vous en faites des tueries de l'extrême droite. Alors qu'en réalité, j'avais oublié que vous étiez d'extrême gauche. Connaisseur même de bas étage de l'œuvre de Michel Houellebecq, c'est parfaitement qu'il n'est pas un idéologue, c'est un joueur cynique qui utilise le fait que attaquer l'islam est parfaitement est un marqueur excellent pour son positionnement culturel de homme infâme. Et donc voilà, donc à partir du moment où on n'a pas Nicolas Machiavel en tête, on ne peut pas comprendre ce genre de personnages qui sont plus cyniques que nous, ou plus cyniques que pour vous du coup. Parce que vous votre problème c'est que vous croyez vraiment... C'est un mythe. Écoutez, je donne un cours juste après ce plateau si vous voulez. Parce qu'en gros, on ne vous connaît pas, personne ne sait qui vous êtes. Je ne sais pas si vous avez écrit un bouquin. Moi-même, je peux finir mes phrases. Essayez de me finir. Vous n'êtes rien, personne ne vous connaît. Vous n'avez rien fait de votre vie. Je peux finir. Je suis rien. Je peux finir si vous soyez gentil. Vous n'avez rien fait de votre vie. Avec ces assertions pourries, on peut aller loin. Non, mais c'est ce que vous faites sur Houellebecq. Non, mais attendez, écoutez-moi. Si vous croyez qu'écrire des trucs sur Twitter va faire de vous quelqu'un, vous va leur relire l'apologie de Socrate de Platon. Non. J'aimerais finir. Vous attaquez des gens. Je ne suis pas venu ici pour combattre comme ça. Je vais essayer de finir. Je voudrais juste finir. Ce monsieur attaque des gens comme ça en dit. Mais c'est moi finir. Et donc vous allez dans leur subconscient pour savoir exactement ce qu'ils recherchent. Encore une fois, regardez. Oui, bien sûr. Mais et en plus, vous avez la vérité comme un monumental. Bref, encore une fois. Regardez-vous dans le miroir, vous avez fait quoi dans votre vie? Qui êtes-vous avant de critiquer des gens qui vendent des bouquins, qui ont... critique personne. Mais on peut aller au bout, Avec des gens comme vous, de toute façon on ne peut pas aller au bout, vous êtes dans le camp du bien. Je voulais revenir sur un chiffre que vous sortiez tout à l'heure, voilà, vous avez sorti une vidéo YouTube dans laquelle vous dites que 80 à 90% des délinquants sont d'origine africaine ou nord-africaine. Comment est-ce que vous vous expliquez ce chiffre? Tout simplement, c'est que ces gamins-là ont été élevés dans la haine de la France. Ils sont rentrés dans la délinquance, on les a victimisés tout le temps. Moi, je vois par exemple dans les cités dans lesquelles j'ai travaillé, le gamin qui voudrait par exemple faire des études, mais pourquoi tu vas travailler? Pourquoi tu vas travailler pour les Français? Pour gagner un SMIC? Ou parce que tu vas pas trouver de travail? Mais vraiment, c'est des phrases que j'ai entendues, parce que tu es discriminé, et donc du coup, viens avec nous, viens faire le chouf, tu vas prendre 100 balles par jour ou 200 balles par jour, et puis après tu vas bien gagner ta vie, et c'est exactement ce qu'on explique à ces gamins. Avec ce discours-là depuis 40 ans. Et ce qui est fou, c'est que ces gens-là voient que ça ne fonctionne pas, voient que ces gamins, on n'arrive plus à les récupérer, parce que quand vous avez gagné 2 000, 3 000, 5 000 euros par mois, vous pouvez aller en prison, vous reviendrez, vous n'irez pas travailler chez Lidl. Donc c'est des générations perdues avec ce genre de discours. Et encore une fois, moi je préfère la sanction, arrêter de victimiser. La vie, c'est un combat. Ma vie était un combat. Votre vie, je sais, on a tous eu un parcours difficile, on a tous eu des choses difficiles. Ces gamins, il faut leur dire, ouais, la vie c'est dur. Et peut-être tu vas tomber même sur un employeur raciste. Peut-être. Eh ben, tu vas te battre. Tu vas te battre pour réussir dans ta vie. Et ensuite, moi, je serais très heureux d'avoir des médecins, d'avoir des avocats qui sont issus des minorités. Ça ne me pose pas de problème. Ils font partie de la communauté nationale. Mais avec ce genre de discours, on est toujours le méchant d'extrême droite et le gentil qui connaît tout, qui a tout vu. Et voilà. Et ça fait 40 ans que c'est des gens comme vous qui sont au pouvoir. C'est pas des gens comme nous. Non, j'ai pas un regard manichéen. Rien que vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Hamdi Nabi, d'après Bruno Attal, 8 à 9 personnes sur 10 sont interpellées, on va y arriver, sont d'origine africaine ou nord-africaine. Est-ce qu'il faut assimiler cette immigration nécessairement à la communauté musulmane ou est-ce qu'il faut l'assimiler à la culture et à l'éducation? Écoutez, c'est un problème territorial, c'est un problème urbain, c'est un problème économique, c'est un problème social, mais c'est tout ce que vous voulez comme type de problème, mais ce n'est pas un problème véritablement religieux. C'est dire cela, dire que le problème c'est l'islam sous prétexte que
3 points de suspension, ce serait présupposé donc que l'islam serait une religion violente, et là on tombe dans le discours de ces gens-là, comme vous dites, et ces gens-là c'est Zemmour et les grands intellectuels français du XXIe siècle. Donc oui, évidemment. Mais cependant, on peut aller un peu plus loin dans la réflexion et se dire que la raison pour laquelle le discours d'Éric Zemmour passe aussi bien, parce qu'il passe finalement, on se dit que cette personne a réussi à se candidater, a réussi à avoir un score finalement, pas un grand score, mais un score tout de même. Cette raison, elle est très profonde, elle provient de l'histoire de France. Dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Europe d'une manière beaucoup plus générale, bien entendu, l'islam a toujours posé un problème. L'islam a toujours, depuis le début du Moyen-Âge, été vécu, interprété et montré comme étant une religion négative, une religion extérieure, une religion violente, une religion barbare, une religion sauvage. Il y a une tradition discursive de plusieurs siècles d'un regard très négatif porté sur l'islam malheureusement par les érudits occidentaux depuis le Moyen-Âge et bien entendu l'épisode des croisades. Et avant l'épisode des croisades, effectivement, l'expansion de l'empire arabo-musulman sous la dynastie omeyyade. Donc il y a une tradition d'une vision violente de l'islam qui maintenant réémerge dans un cadre historique, dans un contexte historique très précis qui est celui de la crise politique, économique et sociale de la France et de l'Europe. C'est sous ce prétexte actuel d'une crise multifactorielle, rien ne va en France, qu'on a besoin de créer et d'entretenir d'une façon très lisse, littéraire, avec un Houellebecq par exemple, eh bien cette figure du méchant arabe, du sarrasin violent, du musulman qui va tout détruire, autrement dit du barbare qui va envahir cette civilisation parfaite que serait l'Europe. Alors que cette civilisation n'existe plus depuis bien longtemps sous l'empire américain de Coca-Cola. Voilà un ennemi beaucoup plus intéressant, l'Amérique, pour expliquer la fin de la civilisation européenne. Mais bien entendu, on ne s'attaque pas au plus fort, on s'attaque au plus faible. On va dire c'est l'islam qui détruit la civilisation européenne. Vous dénoncez le séparatisme comme un véritable fléau dans notre société. À quel niveau aujourd'hui vous constatez ce phénomène ? Ben, écoutez, encore une fois, moi je parle de ce que je vois. Je suis plutôt terre à terre, mais comme vous dites, vous êtes un philosophe. Alors moi je pense que vous êtes un philosophe mal aiguillé, mais vous restez un philosophe, c'est-à-dire que vous voyez tout d'un spectre très éloigné, alors que moi je vous parle de ce qu'il y a de terre à terre, de ce que je vois tous les jours. Et bien sûr que ce séparatisme, parce que c'est M. Macron qui nous parle de séparatisme, nous on va vous parler plutôt de changement de population. Vous avez M. Mélenchon qui va vous parler de créolisation, mais finalement c'est les mêmes mots, ça veut dire la même chose. Ces personnes-là ne veulent pas s'assimiler, veulent même essayer d'empiéter sur la laïcité tous les jours, avec le port du voile dans les rues, avec des... Voilà. Ce sont des barbares. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Non, mais vous avez encore une vision extérieure, alors que ce sont les enfants de la République également. Vous la parole et vous laissez jamais les gens parler. Donc vous êtes exactement ce que je dénonce. Vous êtes le bobo bourgeois, oui, bobo bourgeois qui ne veut pas dire où il habite parce qu'il sait qu'il habite dans les beaux quartiers. Je suis à Versailles. Ah bah oui, effectivement. Effectivement. C'est de l'ironie. C'est de l'ironie. Ah, c'est pas de l'ironie. Mais je vous expliquerai ce que c'est l'ironie. Voilà. Non, mais en plus, vous adorez faire le professeur. Vous avez un mépris de classe. C'est mon métier, c'est ma profession. Non. Je fais quoi ? Je change de boulot ? Je deviens homme politique ? Apparemment, il n'est pas très rentable, puisque on peut pas dire. Pas plus que homme politique. Non, mais c'est affolant la condescendance, le mépris que vous avez. Mais en plus, étant donné que vous avez une vision. D'abord, étant donné que vous avez une vision de barbare, j'essaie de vous expliquer que nous. En tout cas, les téléspectateurs. De confession musulmane. En tout cas, les téléspectateurs. Vous allez regarder cette émission ce soir, je ne sais pas, et vous regarderez combien de fois j'ai réussi à aller au bout. Voilà. C'est-à-dire que, regardez, ça continue. Vous n'arrivez jamais au bout avec ce genre de personnes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le séparatisme, je vous laisse. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez donner. Regardez, vous n'arrivez jamais à finir. C'est comme ça. C'est des gens, ils sont comme ça. Ils sont dans le camp du bien. Donc, avec des gens comme ça, vous voyez, par exemple, quand on parle de la pauvreté, tout ça, Karim Benzema. Tout le monde adore Karim Benzema en Algérie. Karim Benzema, c'est un millionnaire. C'est le meilleur footballeur actuellement. Il s'est comporté comment vis-à-vis de la France ? Il s'est comporté comment vis-à-vis de la France, Karim Benzema ? Il dit quoi ? Il dit mon pays, c'est quoi ? C'est la France ou l'Algérie ? Il dit son pays, c'est l'Algérie. Il crache après la Marseillaise. Il trempe dans des affaires crapuleuses où il est condamné à 1 an de prison. Ça n'existe pas, ça, ce que je vous dis ? Ça n'existe pas ?
Ça n'existe pas, monsieur, ça n'existe pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez, là, franchement. Là, non, mais je vais dire, il a fait tout ça et il est encore en exercice, il n'est pas en prison pour 125 ans. Enfin, ça m'étonnerait qu'il trempe dans des affaires. Quoi, vous avez dit? Il vient d'être condamné. Dans quelles affaires? Dans quelles affaires? Non, mais pour vous dire, de l'ex-extrême, oui, effectivement, un musulman doit forcément défendre un musulman. Non, pas du tout, mais je vous dis que j'en sais rien. Je n'ai pas dit que je défendais, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand on n'en sait rien, on dit rien. Tout simplement, voilà. Je rappelle que vous êtes policier, membre du syndicat France Police, policier en colère, référent police du parti Reconquête. Merci également Hamdi Nabli. On rappelle que vous êtes docteur en philosophie et enseignant. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.